Nouvelle journée et nouvelle colère de Prigojine, mais la cible, elle reste la même. C'est le ministère russe de la Défense et donc son chef, Sergueï Shoigu. Après les armes, les munitions, le chef de la milice Wagner s'en prend aux hommes de l'armée russe et il les accuse, évidemment comme d'habitude avec véhémence, de vouloir fuir les combats à Bakhmout. Écoutez. Aujourd'hui, le régiment du ministère de la Défense a pris la fuite du front. Ils ont abandonné leur position en mettant à nu le front sur 2 km de large et au moins 500 mètres de profondeur. Heureusement, on l'a bloqué plus ou moins comme on a pu. Autre accusation, c'est peut-être la plus grave. Voici ce matin Evgeny Prigojine qui tape à nouveau sur l'armée régulière russe. Si cela continue ainsi, nous ne pourrons pas combattre. Si toutes les tâches sont remplies dans le but de tromper le commandant en chef, soit le commandant en chef vous déchirera le cul, soit c'est le peuple russe qui le fera, car il sera vraiment déçu si nous perdons cette guerre. Magali Berthès. C'était fleuri, c'était fleuri. Ouais, c'était très fleuri. Magali, c'est de plus en plus fleuri même. Magali Berthès, il est réel ou là encore il joue un jeu, selon vous ? C'est toujours très compliqué de savoir avec Prigojine. Ce qu'on sait, c'est quand même que la situation sur le terrain à Bakhmout est très compliquée quand même pour ces troupes de Wagner, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir Wagner qui essaye de pousser et de prendre tout le centre-ville. Aujourd'hui, il resterait moins de 10% de Bakhmout aux mains des Ukrainiens, mais de pousser et d'avoir l'armée russe sur les flancs nord et sud, qui essayent justement... Oui, on disait qu'il y avait les paras au nord et au sud. Les paramilitaires. Mais manifestement, ces dernières heures, l'armée ukrainienne quand même tente ces derniers jours de desserrer notamment les taux autour d'une des villes d'approvisionnement justement de l'armée, enfin de Wagner de l'armée ukrainienne sur place, voilà. Essaye de desserrer les taux autour de la 0,5, 0,6. Donc si effectivement, il y a quand même un des flancs qui lâche pour Prigojine, qui est au milieu de Bakhmout, ça va être un véritable problème. Donc c'est aussi ça le coup de gueule de Prigojine. Après, il y a énormément de théâtre, comme d'habitude aussi, mais on sent, avec les dernières déclarations de ces derniers jours, que il y a des allers-retours. Un coup, il dit j'ai assez de munitions, un coup, j'en ai pas assez. En quelques heures. Mais en quelques heures, il change d'avis radicalement. C'est le fruit aussi des rivalités, c'est certain. Mais je pense que la situation pour Wagner est compliquée aussi à l'intérieur de Bakhmout. Benoît Billon, on est habitué au coup de gueule de Prigojine. Malgré tout, là, c'est quand même spécialement grave. Quand il accuse, en gros, le commandement de l'armée russe, c'est-à-dire Sergueï Shoigu, de mentir à Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de le décrédibiliser. C'est pour essayer de faire en sorte qu'il perde son influence. On sait que c'est un très proche de Poutine. Alors, il y a une séquence qui n'est pas juste ces dernières déclarations. Il y a eu d'abord les déclarations devant les morts de Wagner et les attaques effectivement à Dominen contre Shoigu et Gerasimov, le chef d'état-major. Les louanges stressées en comparaison au général Surovikin, qui est un des autres officiers qui a été remplacé par Gerasimov à la tête de l'opération militaire spéciale et qui est supposé, selon Prigojine toujours, assurer maintenant la coordination entre Wagner et le ministère de la Défense. Il y a beaucoup de théâtre. Il y a le fait que je pense que Prigojine voulait obtenir un succès à Bakhmout plus tôt qu'il n'a réussi à l'obtenir. Donc c'est aussi un moyen de noyer le poisson sur le fait qu'il reste encore quelques défenseurs ukrainiens dans la ville, avec une dernière zone qui est une zone avec des grandes barres d'immeubles qui sont sans doute piégées et qui sont très difficiles à prendre pour les assaillants russes. Donc il y a une espèce de dernier bastion auquel les Ukrainiens parviennent encore à s'accrocher. Il y a donc un contexte. On peut penser qu'il est un petit peu sous pression et que effectivement, c'est les immeubles qu'on voit à l'image là. On peut penser qu'il est un petit peu sous pression, qui joue beaucoup sur effectivement le fait, regardez, c'est pas de ma faute, c'est parce que le ministère de la Défense ne fait pas son travail. On peut penser aussi que vu qu'il tresse les louanges de Surovikin, il y a peut-être des tensions aussi sur l'intérieur même du haut commandement russe et que Prigojine a choisi un petit peu son poulain. Mais là, c'est pure spéculation parce qu'en réalité, on en a aucune idée. Et comme d'habitude avec lui, pas facile d'y voir clair. C'est pas facile d'y voir clair. Natalia, est-ce que c'est ça qu'il faut voir ? J'arrive pas à prendre Bakhmout parce que c'est la faute du ministère de la Défense russe, par exemple. Je vais vous dire ma version. Après, ça me concerne. Vous avez toujours des versions bien à vous, c'est vrai, sur certains épisodes. Oui, mais parce que je peux pas prétendre mais j'ai une version différente. Je pense qu'il a fait un coup de maître là, parce que il a dit jusqu'au dernier moment, je vais rester ici, il faut m'aider. Après, je partirai si j'ai pas de mission. Après, il a dit je vais partir. Il a réussi un chantage. Il a montré qu'il tient par un endroit
que je ne dirais pas les généraux, qui ont dit OK, on va vous fournir ce que tu veux. Il y avait vraiment, pardon, Il a une parenthèse, demandé- il y avait vraiment un défaut de munitions parce que certaines brigades ukrainiennes disent non. Moi, Non. je pense Alors, que les munitions, je- c'est même pas un Juste une problème. parenthèse. J'écouterai les Ukrainiens là, qui sont bien placés pour le savoir. Il n'y a pas de pénurie de munitions. Prigojine, en fait, il a fait un document, il a fait une lettre où il a expliqué, il est reparti de vieux chiffres soviétiques et a dit voilà combien de munitions il me faut. Il demande grosso modo 10 fois plus de munitions qu'il en est tiré sur tout le front du Donbass. Donc il y a pas de pénurie de munitions. Ce qu'on peut penser en revanche, c'est que dans la préparation de l'offensive ukrainienne, il y a eu des consignes du ministère de la Défense russe d'économiser les munitions d'artillerie pour pouvoir contrebattre les feux ukrainiens si et quand cette offensive se déclenchera. Mais il n'y a pas de véritable pénurie, donc c'est du cinéma. Natalia, Ok. pardon. Alors, donc, je Donc, disais... cette séquence, il menace de partir. on lui promet des armes. D'abord, Prigojine, aussi bien Kadyrov, paye les munitions. Donc je pense que ça, c'est un jeu. Après, il fait appel à son ami Kadyrov qui a besoin de lui. Parce que si le régime de Poutine s'écroule, Kadyrov, c'est un ennemi du peuple tchétchène. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment le héros du peuple. Il a obtenu de Poutine le financement quasiment quotidien de la République, mais ce n'est absolument pas le héros du peuple tchétchène. Donc ça va être la victime première du peuple tchétchène. Donc il aura besoin de la défense par les sbires de Prigojine si jamais ça se passait mal. Et après, Prigojine choisit un fusible qui est Gerasimov. Effectivement, comme vous dites, il fait un allié avec Surovikin. Et pourquoi ? Parce que Prigojine, il est malin. Il comprend qu'il ne peut pas devenir le putschiste numéro 1. Il va déléguer le rôle du putschiste à un général. Et pourquoi un général et pas un homme d'affaires ? Parce que les généraux, ils font des putschs et après ils se retirent. Et les affaires font les autres. Donc Prigojine, c'est un homme d'affaires. Il va prendre l'argent. Et il a besoin des généraux parce que, souvenez-vous, il y avait le Portugal, l'Espagne et la Grèce qui, après une guerre pas gagnée, ont fait des putschs. Donc l'écroulement du système Poutine peut passer par la perte de la guerre, comme c'était avec la dictature de l'Espagne, du Portugal ou de la Grèce. Alors quel scénario ? Ça, je ne sais pas. Mais là, je pense qu'il a fait un coup de maître parce qu'il a publié aussi sur les réseaux sociaux qu'il y avait une lettre comme quoi celui qui quitte le poste au front serait considéré comme ennemi du peuple et va passer à travers le tribunal. Il dit « Moi, je n'ai pas quitté jusqu'à maintenant. En revanche, ceux qui ne m'ont pas fourni les armements, eux, ils sont des ennemis du peuple. » Et finalement, il appelle aujourd'hui le peuple russe de faire une marche sur la chaussée de Roublov. La chaussée de Roublov, c'est là où tous les oligarques ont des villas. Alors, au fait, il déclare la guerre civile. Mais Thierry Volton, dans tout ça, Vladimir Poutine, il a l'air d'être extrêmement silencieux. On dit même que Shoigu aurait demandé à Poutine d'intervenir pour faire un petit peu cesser les absurdités, disait-on à ce moment-là, de Prigojine. Et il n'a ni pris la parole, ni fait visiblement de... Alors, moi, j'ai toujours été partisan, je dois dire, et je n'ai pas changé d'opinion là-dessus, de penser que Prigojine était un fou du roi, si je puis dire, et qu'il avait l'utilité du fou du roi, c'est-à-dire que celui qui peut dire des choses que les autres ne disent pas, hein, et qui sous en contrôle vérité... de Poutine ou pas du tout? Même pas Non, peut-être. Bon, il ne reçoit pas un coup de téléphone de Poutine en disant Natalia dit non, mais- il faut dire telle chose, etc. Je pense que Poutine ne contrôle plus rien. Moi, je pense qu'il le contrôle. C'est pas qu'il le contrôle, mais il en a besoin, en tout cas. Et il trouve que il joue un peu le rôle de l'aiguillon, si je puis dire, qui pique, hein, parce qu'il n'hésite pas. Moi, je vous cache pas que, évidemment, étant habitué depuis de longue date à la parole, si je puis dire, à la langue de bois soviétique, il est incroyable, Prigojine. Ce qu'il dit est incroyable, c'est inimaginable. Si Poutine voulait se débarrasser de Prigojine, il l'aurait fait depuis longtemps. Parce que c'est excessivement facile pour lui d'envoyer n'importe qui, le tuer, etc. Donc, si Prigojine continue son cinéma, si je puis dire, quel que soit un froid, chaud-froid, etc., c'est que quelque part, il a une utilité par rapport au régime de Poutine. C'est comme ça que je vois les choses, moi, personnellement. Maintenant, je ne suis pas dans la tête ni de Poutine, ni de Prigojine. C'est de la spéculation, si je puis dire. Voilà. On est quand même le 9 mai, qui est une date extrêmement symbolique pour les Russes, et on a un Prigojine qui fait des déclarations qui sont quand même tonitruantes. Et en effet, il explique que finalement,
Poutine n'est pas au courant de ce qui se passe, en fait. Et c'est vrai que dans un certain sens, ça peut servir les intérêts de Poutine aussi, parce qu'il dit, en fait, l'armée ment à Poutine, ne lui dit pas la vérité, et moi, je suis celui, finalement, qui est le lanceur d'alerte de toute cette histoire. Donc, en effet, ça peut aussi servir Vladimir Poutine d'une certaine façon de pouvoir justifier, expliquer qu'aujourd'hui, le 9 mai, il n'a pas de victoire à annoncer. Après, je voudrais juste préciser quand même deux petites choses sur Prigojine. Il ne faut jamais oublier, d'une part, que ce n'est pas un militaire, donc il n'est pas du tout compétent en fait, sur ces questions-là, et que de deux, il n'a pas une vision d'ensemble sur ce qui se passe sur le théâtre ukrainien, et donc finalement, c'est une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, mais qu'il ne faut pas prendre non plus comme argent comptant, comme on le fait parfois un petit peu trop souvent, parce que lui s'exprime et ne lui répond que le silence effectivement assourdissant des communiqués officiels. Lénine n'était pas militaire, mais il a fait la révolution. Trotsky non plus. Allez, on va passer à autre chose.